On ne peut survivre sans l'esprit. Êtes-vous là? Allez-vous agir? Let's reconnect. Y aurait-il une géométrie du réel? Reconnect us to the earth. Bienvenue dans Géométrie du réel, le podcast produit par le studio des éditions L'Alchimiste. Alors, bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de recevoir à nouveau Valérie Marchand aujourd'hui pour son livre qui sort bientôt, qui sera peut-être même sorti au moment où vous écoutez ce podcast. Donc, le nouveau livre de Valérie Marchand, Plaidoyer pour un système de santé plus humain, donc qui paraît évidemment, enfin non pas évidemment, mais en l'occurrence, je suis éditeur de ce livre, donc aux éditions L'Alchimiste. Et donc Valérie, donc est-ce que tu veux bien te présenter brièvement, voilà, à nos lecteurs, à nos auditeurs et auditrices, pardon. Bonjour Lionel, merci beaucoup pour cette invitation. Alors oui, je m'appelle Valérie Marchand et mon premier métier est celui de pharmacien en officine. Et oui, plaidoyer pour un système de santé plus humain est né d'une réflexion sur mon métier de pharmacien, mais je dirais peut-être que c'est un peu plus vaste que ça. Le point de départ de ma réflexion date du début de mes études. En deuxième année de pharmacie, on nous a appris ce qu'était que l'effet placebo et l'effet nocebo. Et à l'époque, on nous parle de ces effets dans les études en double aveugle sur les médicaments comme le bruit de fond des études. C'est-à-dire qu'on a un groupe de patients qui reçoit un médicament et puis un autre groupe de patients qui reçoit un médicament placebo dans lequel il n'y a pas de principe actif. Et dans le groupe placebo, on observe certains phénomènes et on va comparer avec le groupe qui reçoit le médicament. Et s'il se passe quelque chose de différent, on va s'intéresser à ce médicament parce qu'effectivement, peut-être, il a un effet thérapeutique intéressant. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce qui se passe dans le groupe placebo. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, sans médicaments, guérissent. Donc ça, c'est l'effet placebo. Et il y a des personnes qui, sans le médicament, développent les effets indésirables du médicament. Et là, moi, en tant que jeune étudiante, je me suis dit, mais il se passe un truc intéressant. Ça veut dire que, en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on croit, on peut avoir un impact sur notre santé, notre bien-être. Et ça veut peut-être dire qu'on a une pharmacie intérieure. Et que peut-être on peut, en tant que professionnel de santé, prendre en compte que nous-mêmes, nos patients, ont des ressources pour leur santé. Et je ne voyais pas comment accompagner mes patients, enfin les patients ou les personnes qui venaient me demander de l'aide pour leur santé, je voyais pas comment les accompagner si je prenais pas ça en compte. Pour moi, c'était incomplet. La pharmacie extérieure, elle est là pour nous aider, mais les ressources intérieures, elles sont là aussi. Et puis d'ailleurs, bien souvent, pour certaines problématiques, pour certains soucis de santé, c'est le patient qui a la clé. Nous, on a des outils à lui proposer, mais finalement, le patient a vraiment des ressources pour aller mieux. D'ailleurs, tout simplement en termes de, je peux donner un exemple concret. Par exemple, une personne qui souffre d'un mal d'estomac, quand on va discuter avec lui, c'est lui qui va pouvoir nous dire comment il mange, comment dans son quotidien il vit du stress, et comment tout ça, ça va impacter son corps, sa digestion. Et peut-être ainsi, on va trouver des clés pour l'accompagner vers... alors, bien sûr, on va soulager sa douleur, on va l'aider, mais on va aussi l'accompagner à prendre soin de lui. Donc, moi, je constate ça et puis je m'intéresse
tout ce qui va pouvoir, me permettre d'explorer cette pharmacie intérieure, cette connexion aux ressources intérieures, donc les Mmh. neurosciences, la communication et puis la méditation. Et entre-temps, avant de découvrir la méditation, ce que je vis, moi, en tant que future professionnelle de santé, c'est mon stage hospitalo-universitaire et là, je vais faire une grosse dépression ou un burn-out suite à mon stage hospitalier où je vais être confrontée, sans y avoir été préparée, à la souffrance, à la mort, au manque de formation pour les professionnels de santé, hein, on n'est pas préparé à tout ça. Et puis le manque de moyens, le manque de personnel, voilà. Mmh. Alors, juste, pour préciser, quand tu dis, on n'est pas formé parce que bon, là, effectivement, donc pour les auditeurs qui ne savent pas, j'ai moi-même été, aide-soignant aux urgences à la Lariboisière et à Necker, ce qui m'a fait vivre et voir un certain nombre de choses puisqu'aux urgences, il se passe tellement de choses que 24 heures aux urgences, tu as le temps de voir des choses que tu peux voir, qu'en 5 ans quand tu es dans un service de médecine interne, par exemple. C'est très condensé, c'est parfois même très violent. Et donc tout ça pour dire que je comprends ce que tu veux dire, mais pour nos auditeurs, auditrices et auditeurs, comment tu peux expliquer le fait que quand tu dis qu'on n'a pas été formé à ce qui se passe, à la souffrance, à l'accompagnement des gens, enfin des mourants, à la façon dont on le vit nous-mêmes en tant que soignants aussi, c'est ça que tu veux dire? Est-ce que tu peux développer rapidement ça parce que les gens peut-être ne savent pas parce que c'est tellement étonnant ce que tu décris dans ton livre que voilà. Oui, 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 tout à fait. Alors, on sait, aujourd'hui, grâce à de nombreuses études, que, le fait d'être confronté au quotidien à la souffrance, à la douleur et à la mort, c'est un facteur de stress très puissant. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands facteurs de stress. C'est épuisant émotionnellement, physiquement, psychologiquement et il existe des solutions pour se préparer à ça. Aujourd'hui, on le sait grâce aux neurosciences, ça s'appelle les compétences psychosociales. Donc c'est des compétences, émotionnelles, cognitives, qu'on va développer, qu'on va alors parfois développer dans notre éducation ou que nous on a développé grâce à nos parents si on nous a accompagnés d'une façon bienveillante dans nos émotions, voilà. Ça va dépendre de notre éducation, mais c'est des compétences qu'on peut développer aussi par la suite une fois devenus adultes. Et ces compétences, elles vont nous permettre de nous protéger, nous, en tant que soignants. Parce que être face à quelqu'un qui souffre, qui a peur, qui est en état de vulnérabilité, ça va Mmh. solliciter nos propres émotions, soit de la contagion émotionnelle, soit de l'empathie. Et si on a développé nos compétences psychosociales, ça va pas développer cette contagion émotionnelle ou cette empathie qui peut euh, épuiser, mais plutôt une empathie intelligente, j'ai envie de dire, c'est la compassion. C'est-à-dire une empathie qui va mobiliser une énergie pour prendre soin de l'autre en le comprenant, en étant à l'écoute, sans prendre sur nos propres épaules sa souffrance. Or, dans nos études, on nous apprend à prendre en charge le patient. Et pour moi, les mots sont importants. C'est vraiment, on nous apprend que on doit soigner, qu'on doit guérir, mais on nous Mmh. apprend pas à développer une relation avec le patient d'égal à égal, avec chacun ses propres compétences, pour aller vers une meilleure santé. On nous apprend vraiment à porter le patient. Mmh. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire parce que la prise en charge, le mot est là. On prend la charge, donc c'est-à-dire qu'on supporte le poids, on le met sur son dos
Et en plus, on nous demande de nous taire. C'est-à-dire que, voilà, donc non seulement il n'y a pas de relation vivante entre le soignant, enfin entre la personne qui accompagne et celui qui reçoit le soin, on va le dire comme ça. Et en plus de ça, il y a le fait de prendre sur soi, sur son dos, la charge de souffrance en fait. Donc, et tout à l'heure tu disais protéger. Est-ce que quand tu dis protéger, alors protéger, c'est peut-être plutôt, c'est pas protéger dans le sens de se fermer, hein. C'est se protéger quand on est soignant, c'est se protéger dans le sens de d'accueillir, transformer, accompagner notre propre souffrance quand on est effectivement dans la contagion émotionnelle ou dans le blocage, hein. D'ailleurs, il y a la froideur aussi. Est-ce que tu peux juste développer ça pour clarifier? Il y a des gens Oui. qui sont, par exemple, très froids, hein, des médecins, moi j'en ai vu, complètement glacial. Pardon, vas-y, je te Alors laisse. c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement, et d'ailleurs ça découle du fait que on ne nous apprend pas justement à développer une posture d'alliance thérapeutique avec le patient. Et effectivement, quand on est directement jeté dans le grand bain sans avoir été préparé, on va développer des stratégies de survie. Alors, quand je dis se protéger, c'est se protéger de l'épuisement émotionnel. Et effectivement, quand on n'a pas appris à accueillir les émotions, à prendre soin de soi en situation de soin, eh bien, on va développer des stratégies de secours. Et ces stratégies de secours ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et ça va être exactement ce que tu dis, soit l'évitement émotionnel, et là, on va se fermer, se couper des émotions et devenir froid. Et d'ailleurs, les professionnels de santé que j'ai interrogés quand j'ai commencé à écrire mon livre me disaient ça, mais on est obligé, parce que sinon on tient pas. On est obligé de se protéger et puis de pas trop se lier aux patients parce que Oui. sinon c'est trop difficile. Et puis on peut avoir une autre stratégie. Alors quand je dis des stratégies, c'est sur le plan cognitif ou psychologique, on appelle ça des stratégies, mais c'est pas quelque chose qu'on réfléchit, hein. C'est quelque chose de très instinctif et Des réactions, quoi. c'est des Ouais. Mm. réactions, voilà. Et donc l'autre versant qu'on peut observer, c'est au contraire des professionnels qui sont hyper empathiques et qui vont s'épuiser émotionnellement, qui vont sortir du travail en pleurant parce qu'ils auront pris trop de charges émotionnelles dans leur journée. Et d'ailleurs, le moindre petit truc quand on rentre à la maison, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et c'est la cocotte minute qui explose. Donc, ces façons de vivre, de traverser les moments difficiles, elles ne sont pas... elles peuvent être vraiment source de souffrance pour le professionnel de santé. Parce que finalement, soit on se coupe de ses émotions, soit on se laisse submerger par les émotions. Et quand on va développer une posture d'alliance thérapeutique, apprendre à accueillir ses propres émotions, à être relié à soi, relié à l'autre d'une façon ancrée, finalement, on va développer la compassion. Et la compassion n'épuise pas. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre ce que ressent l'autre, de sentir un sentiment chaleureux pour l'autre et de l'accompagner avec bienveillance, avec douceur, avec présence, sans nous prendre en charge l'émotion de l'autre, sans se l'accaparer, entre guillemets. C'est pas vraiment se l'accaparer, comment je pourrais dire pour que ce soit plus clair, sans la prendre pour soi, en fait, l'émotion de l'autre. Et ça, c'est valable aussi bien quand on est face à quelqu'un qui vit une émotion de peur ou de tristesse, mais aussi bien face à quelqu'un qui vit une émotion de colère, parce qu'on peut se retrouver face à un patient qui est agressif. Et quand on est face à un patient agressif, on peut très bien prendre cette agressivité pour nous-mêmes, alors elle ne nous est pas destinée du tout. Et c'est Alors très difficile, j'ouvre. pardon, et c'est très difficile à vivre.
Oui, ah ben, complètement. Il m'apparaît deux choses. Tu parlais de compassion, à nouveau, hein, toujours dans cette idée de préciser les choses pour éviter les confusions ou les mauvaises interprétations. Dans le sens de compassion, tu n'y mets pas, enfin, sauf erreur, enfin, tu ne parles pas de la compassion du Bouddha, du haut niveau de réalisation spirituelle, ou même simplement de compassion dans le sens religieux. Tu parles vraiment de compassion dans le sens premier de la définition, c'est-à-dire enfin, d'une sorte d'empathie chaleureuse, d'une ouverture du cœur et d'une communication de cœur à cœur. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est vraiment se reconnecter avec sa pleine humanité. Je trouve qu'on est aujourd'hui, c'est mon sentiment, hein, dans une protocolisation et dans un développement d'une médecine, d'une pharmacie, d'un soin qui me semble presque mécanique, protocolisé. Et j'ai le sentiment que peut-être le soin, ça peut être à la fois l'accord entre la science et un art. C'est et la relation. Voilà, c'est ces différents éléments. Et la compassion, pour moi, c'est exactement l'empathie en action. C'est-à-dire, oui, je peux ressentir les émotions, comprendre les émotions de l'autre. Et puis, ça va m'aider à mieux comprendre l'autre. Comprendre que peut-être le patient qui est en face de moi réagit parce qu'il a peur et que lui, il n'a pas développé ses compétences psychosociales. La réaction à la peur, ça peut être l'inhibition, la fuite ou la lutte. Et dans la lutte, ça peut être l'agressivité. Dans la fuite, ça peut être l'évitement, ne pas accepter, ne pas reconnaître, ne pas du coup prendre soin de soi, ne pas prendre son traitement. Ça peut être l'inhibition, la sidération, et le patient n'est plus capable d'écouter ce qu'on est en train de lui dire. Ses fonctions cognitives sont déconnectées et on est en train de lui annoncer qu'il a telle maladie, qu'il va devoir suivre tel traitement, mais il est plus là. Ses fonctions cognitives sont déconnectées. Et là, on voit pourquoi, on comprend pourquoi il y a autant d'échappements thérapeutiques. Il y a autant de personnes qui, quand elles sortent de chez le médecin, ne vont pas chercher leur ordonnance, ou quand elles ont leur traitement à la maison, ne prennent pas leur traitement, tout simplement. Parce que il y a toute cette composante émotionnelle qui n'est pas accueillie, qui n'est pas comprise. En fait, j'ai le sentiment que aujourd'hui, il y a vraiment besoin de relier toutes les dimensions de l'humain dans le soin. Mmh. Moi, j'aime bien dire, j'habite près de Nancy, j'ai fait une partie de mes études à Metz, une partie de mes études à Nancy, et on a notre pôle santé qui est à Nancy, avec médecine, pharma, l'école d'infirmière, l'école de kiné, etc. Et puis on a les sciences humaines et sociales à Metz, avec tout le pôle psychologique. Et tu vois, ça me donne le sentiment qu'on a la tête à Metz et le corps à Nancy. Et moi, je me dis, mais comment on peut redonner du lien dans tout ça? Puisque bien évidemment, tout ce qu'on vit sur le plan émotionnel, tout ce qu'on vit sur le plan psychologique, ça va impacter notre santé. Et tout ce qui va impacter notre santé va avoir un retentissement sur notre psychologie et notre bien-être. Tout ça, c'est lié. Donc pour moi, il y a vraiment besoin de redonner du lien. Alors, c'est très, très intéressant ce que tu dis. Donc alors pour, repartir un petit peu sur, ton livre, donc Plaidoyer pour un système de santé plus humain, au départ, tu parles vraiment de ton parcours, tu parles du constat, tu recueilles un certain nombre de témoignages et ce qu'on constate souvent, c'est que finalement, la composante émotionnelle, la composante relationnelle aussi est très très importante. D'ailleurs, on le voit
dans la médecine traditionnelle chinoise, tibétaine ou indienne, la composante humaine, je dirais même énergétique, mais là on va pas trop partir sur le côté spirituel ou énergétique, mais c'est vraiment une composante très très importante dans le soin, dans le rapport à l'autre et évidemment dans cette idée de guérir. Je ferai une petite objection justement pour te faire réagir entre guillemets, pour avoir ton point de vue, ta réponse peut-être, tes premières solutions. Souvent, ce qu'on constate quand on est soignant, et tu l'as vu toi aussi, tu es parti à un moment donné. Moi, j'ai quitté aussi les hôpitaux parce que je ne pouvais plus gérer exactement ce dont tu parles. J'ai fait aussi, dans une certaine mesure, une forme de dépression pendant au moins un an, etc. Je suis sorti épuisé de mes années de nuit à Necker, épuisé émotionnellement, et puis c'est quelque chose que je pouvais pas, dont je pouvais pas parler à l'extérieur. Hein, le premier jour où j'étais aux urgences, je me rappelle, j'ai vu une dame s'effondrer dans les toilettes qui puaient la pisse d'ailleurs, et qui faisait une overdose dans les toilettes de la Reboisière aux urgences. Bon, ça donne une idée de l'ampleur du choc émotionnel. Et donc, comme toi, comme beaucoup, j'ai pris sur moi, accumulé. Tout ça pour dire que, avec du recul, je me suis rendu compte donc de tout ça, de ce traumatisme en fait, et je me suis rendu compte aussi que je pense que c'est compliqué de changer de braquet quand on est soignant. Alors, on va ensuite parler des soignés, enfin comme on dit, des patients. Pour l'instant, je voudrais rester juste sur la partie soignant. Donc, c'est difficile de changer, tu vois, de se dire, bon, ben voilà, ça fait 15 ans que je suis infirmier, médecin, chirurgien, aide-soignant, voilà, je sais pas, n'importe quel membre du système de santé. Mais maintenant, il faut que je change. Il faut que je prenne conscience que je suis dans une certaine posture vis-à-vis des soignants. Je me suis blindé ou au contraire, je suis dans une dépression larvée depuis 5 ans. Je n'arrive même pas à m'en sortir. Je ne vois plus mes propres émotions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là? Alors, ouais, il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire. Alors oui, changer, c'est difficile. Changer, c'est un apprentissage. Mmh. Finalement, c'est pas forcément. Alors, c'est peut-être pas changer finalement. C'est peut-être se reconnecter à nos ressources intérieures. En fait, nos ressources, elles sont déjà là, juste on ne sait pas qu'elles sont là. Et on les mobilise pas, on les sollicite pas. J'aime bien la vision de Thich Nhat Hanh. En fait, on a tout en nous. En fait, c'est comme si, par exemple, la résilience, l'accueil des émotions, la colère, la jalousie, la bienveillance, tout ça, ce sont des petites graines qu'on a en nous et finalement, notre attention va être comme l'eau pour ces graines. À chaque fois qu'on va donner de l'attention à ces petites graines, elles vont germer, grandir et finalement, c'est ce que m'a permis de découvrir la méditation. C'est quand moi, j'avais des ressources et que plus je me reconnectais à ces ressources, plus je portais attention à tout ça, plus je donnais du temps à tout ça et puis pas forcément beaucoup de temps, hein, c'est-à-dire ça pouvait être 1 minute par jour, 2 minutes par jour et puis parfois plus. Et ben c'est ça qui m'a aidée. C'est cette reconnexion à mes ressources intérieures qui étaient là, qui m'a permis de les développer. Alors, c'est pas évident, hein, parce que ça veut dire s'engager quelque part dans une régularité de temps ou d'attention qu'on va se donner à soi-même alors qu'on est déjà en situation de stress et de surcharge. Alors c'est pas facile, hein, parce que on parle de l'épuisement émotionnel, mais il y a aussi le stress, le stress au travail. C'est-à-dire que quand on est professionnel de santé, aujourd'hui, on est dans le vrai stress, la vraie définition du stress au travail, c'est-à-dire que nous n'avons pas les ressources en temps et en matériel pour répondre à ce qu'on nous demande.
de faire. Mmh. Mmh. Donc ça, Ça, tu c'est le décris très bien, hein, voilà, d'ailleurs, ça hein, c'est dans le livre. vraiment, Mmh. une source de stress et puis en plus, on nous demande d'être soi-niant, de nous nier nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beau être stressé, fatigué, épuisé, il faut mettre ça de côté et puis il faut se dévouer au patient et se sacrifier et c'est pas possible de tenir comme ça. C'est pas possible. Forcément, à un moment donné, on va aboutir, à quelque chose, peut-être, de la dépression ou peut-être du burn-out, mais peut-être tout simplement un accident. Parce que, Mmh. notre attention est tellement épuisée qu'on va être moins attentif, hein. Ça, c'est les conséquences du stress au travail, hein et c'est quantifié vraiment, quand on est épuisé et ben, on est moins attentif. On peut, tomber dans les escaliers, on peut avoir un accident de voiture, on peut se faire mal, en faisant, quelque chose, on peut se blesser, tout simplement et puis, on peut aussi, tomber malade parce que, notre système immunitaire est impacté, parce que, notre corps est impacté. Donc il y a tout ça et on nous demande de mettre tout ça de côté et puis d'y aller. Donc il y a je pense, cette richesse dans la méditation qui nous permet d'apprendre à nous reconnecter à nos ressources et à les développer sans que ce soit chronophage, sans que ce soit une surcharge dans notre emploi du temps qui est déjà, au taquet. Voilà, vraiment, c'est quelques instants. C'est juste une qualité de présence, une qualité d'attention, quelques instants pour soi-même, qui va nous permettre de nous reconnecter à nos besoins, de prendre soin de nos besoins, vraiment, de prendre soin de nous vraiment et d'être vraiment en congruence. Parce que comment on peut être en accord avec soi-même si on exerce un métier de soin et que nous-mêmes, on prend pas soin de nous, que nous-mêmes, on se fait violence? Comment on peut Tout est là, demander hein. comment on peut demander à nos patients de prendre soin d'eux, si nous-mêmes, on ne sait pas prendre soin de nous? Si nous-mêmes, on montre pas l'exemple? Le meilleur moyen d'amener quelqu'un, d'accompagner quelqu'un vers prendre soin de lui, c'est lui montrer l'exemple de quelqu'un qui est, qui est à l'écoute de soi et hem et en fait, nous, les patients, nos enfants, on a tous des neurones miroirs et on reçoit des choses des autres et on transmet des choses aux autres dans notre attitude, dans notre comportement, qui vont être reçues, voilà, par ces neurones miroirs et pour moi, ce qui est essentiel, c'est quand on est soignant, de ne pas se nier soi. Et puis d'ailleurs, quand on soigne, de pas nier, le patient non plus finalement, parce que le patient, il a peut-être mal à l'estomac, il faut peut-être effectivement le soulager de la douleur là, tout de suite, mais il faut aussi l'accompagner à trouver la source de ce mal d'estomac. Est-ce que c'est quelque chose de l'ordre de l'alimentation? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est un choc émotionnel? Est-ce que c'est un problème, physiologique au niveau, de son estomac? Ou est-ce que ça révèle peut-être une autre pathologie sous-jacente? Enfin, on va vraiment aller creuser dans toutes les dimensions. On a cette dimension corporelle, on a cette dimension émotionnelle et on a, cet ensemble. On n'est pas juste des organes, des corps, on est aussi des êtres, qui traversons des expériences difficiles, qui traversons des moments, douloureux et bien évidemment tout ça, ça influence aussi notre santé. Alors, c'est vraiment, c'est passionnant. Donc là, on est sur quelque chose qui concerne vraiment surtout le soignant, comme tu dis, le soignant qui se nie, le soi niant, donc qui doit reprendre en fait, se reconnecter, reprendre en main sa propre santé et puis
savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'autre. Évidemment, donc se reconnecter à sa pharmacie intérieure, comme tu le disais tout à l'heure, à tout un tas d'outils, se reconnecter à ses émotions, apprendre à se connaître lui-même, en fait, pour pouvoir se positionner de manière plus ouverte, plus saine pour lui et pour le soigner dans la relation aux soignés, pardon. Et donc ça, c'est l'autre partie de ton, enfin une autre partie de ton livre qui est vraiment passionnante. C'est ce que tu appelles l'alliance thérapeutique et puis la posture du soigné, en fait, qui du coup, dans ton approche, dans ton livre, ce que tu proposes, c'est qu'il soit pas uniquement un patient qui attend les bras ballants qu'on lui donne telle ou telle gélule et qu'il obéisse et surtout qu'il se taise, hein, voilà. Je rigole, mais enfin bon, des fois devant certains médecins, c'est un peu l'impression que ça donne. Ah non, mais vous prenez ça parce que moi je sais, vous savez pas. Taisez-vous et puis bon, mais même si ça va pas, qu'on revient le dire, c'est compliqué d'entendre hein, des fois hein, pour certains du corps médical. Bon, bref, on va arrêter là. Mais donc c'est cette idée que finalement il devient aussi acteur. Donc c'est marrant parce que je vais te laisser hein, bien sûr développer ça, mais tu proposes aux soignants et aux soignés de redevenir acteurs de cette alliance thérapeutique. Donc on devient tous les deux conscients, plus conscients. Voilà. Est-ce que tu veux développer cette partie-là alors? Oui, alors effectivement, il y a déjà notre posture qui est importante. Et ce que tu viens de décrire par rapport à un médecin qui accompagnerait, enfin, qui prendrait en charge, en fait, là, ce que tu viens de décrire, c'est la prise en charge du patient. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a appris à faire aux médecins, aux pharmaciens, ou à tout autre professionnel de santé, hein, finalement, ou soignant, et accompagnant dans le domaine de la santé. On nous apprend exactement cette posture à ordonner ce que le patient doit faire, à le faire rentrer dans le protocole. C'est hyper violent quelque part, hein, mais c'est ce qu'on apprend. Et en tout cas, on ne nous apprend pas à faire autrement. Alors, c'est à la fois hyper épuisant et stressant parce que c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que si le patient ne guérit pas, si le patient ne prend pas son traitement, si s'il se passe quelque chose d'inattendu, ben en fait, il y a énormément de culpabilité chez le professionnel de santé. Il y a énormément de déception. Et puis, il y a un problème d'ancrage aussi, hein, parce que ça, c'est important. Quand on est face à des personnes qui sont en souffrance, c'est important d'être ancré aussi. Et puis, le patient, bah, finalement, il a l'habitude maintenant d'aller chez la personne qui va s'occuper de sa santé. Et puis, c'est comme s'il arrivait assis devant le bureau et qui posait sa problématique sur le bureau. Voilà, docteur. Alors, je garde mon exemple de l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Voilà. Je pose ça là. Et puis, allez-y, soignez mon estomac. Bah, sauf que effectivement, la réponse, ça va être, voilà, le comprimé magique qui va nier, la douleur, qui va masquer la douleur. Et puis, on va s'arrêter là, bien souvent. Alors, heureusement, il y a des professionnels de santé qui vont creuser, qui vont chercher plus loin, qui vont peut-être avoir un dialogue. Voilà, bien souvent, il y a aussi des professionnels de santé qui parlent, qui échangent, qui écoutent. Mais d'ailleurs, dans ce que tu dis, ce qui manque, c'est l'écoute. Et on nous apprend pas à écouter, vraiment. On nous apprend pas du tout à poser des questions ouvertes et à écouter. On nous apprend, Bah, oui,
Et c'est vraiment très important ce que tu dis parce que, enfin, j'ouvre une parenthèse rapide parce qu'effectivement, on parcellise tout et je pense que tu vas y répondre. Par exemple, quand on dit à un médecin, ah ben, on nous a pas appris à parler et même à écouter de manière active avec des questions ouvertes. En fait, ce que tu dis déjà, ça renvoie à plein de choses qui sont connexes. Que le médecin, enfin, pour prendre que son exemple, va considérer comme accessoires, des choses qui sont en plus, qui ne va pas, alors soit avoir le temps de le faire, soit avoir envie d'avoir le temps de le faire. Hein, Mmh. parce que c'est effectivement en 10 minutes de consultation, t'as pas le temps de discuter. Il faudrait 20, 25, 30 minutes, etc. Et donc, dans cette idée de parcelliser les choses, il dira, bon, bah, allez voir un psychothérapeute, allez voir un psychanalyste ou une psychanalyste, hein, évidemment. J'emploie au masculin, mais c'est un ou une. Donc, tout est divisé. Hein. Le médecin va soigner l'estomac, le chirurgien, il va couper l'estomac, le psychanalyste, il va voilà, tronçonner le mental, le psychothérapeute, il va s'occuper de ça, le comportementaliste, il va s'occuper de ça, et tout est divisé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, mais et encore faut-il que le médecin propose peut-être, un accompagnement par un psychologue ou un psychiatre, Effectivement. ouais, ouais. Encore faut-il, que ce soit proposé, mais c'est pas toujours le cas et en tout cas, aujourd'hui, on peut voir que la plupart des consultations médicales sont dues au stress. Hein, il y a des études qui ont été faites et qui montrent que, je crois que c'est entre 70 et 80 des consultations sont liées au stress. Donc ça veut dire que le professionnel de santé, évidemment, il va aider, il va soulager, mais ça veut dire qu'il est nécessaire d'accompagner le patient à vivre son stress autrement. Donc là, comme tu le dis, il y a la possibilité d'être accompagné par un psychologue, par exemple. Il y a des thérapies brèves, il y a des techniques de régulation du stress, mais il y a aussi des ressources intérieures chez le patient, hein, des pratiques qui vont pouvoir l'aider à rééquilibrer cette charge de stress dans sa vie. Mais c'est pareil, en tant que professionnel de santé, on ne connaît pas tout ça. On ne sait pas qu'il existe des pratiques de psychologie qui peuvent aider, qu'il existe, je sais pas moi, de la sophrologie, de l'art-thérapie, de la méditation, et que tout ça c'est validé scientifiquement et que ça peut aider les patients vraiment, vraiment, et que l'effet placebo c'est pas quelque chose hem, de de gênant. Au contraire, c'est quelque chose qu'on peut solliciter vraiment. Quand on connaît les mécanismes neurologiques de l'effet placebo, on peut vraiment l'activer et ça peut être complémentaire au traitement. Et à l'inverse, si on a appris des bonnes techniques de communication en tant que professionnel de santé, on évite de susciter l'effet nocebo et de générer, d'induire en fait chez le patient des effets indésirables de médicaments qui auraient pu ne pas arriver. On a vraiment, alors moi je dis pas ça pour culpabiliser mes consoeurs, confrères, voilà, c'est pas du tout le but. On n'est pas formé à ça, on ne sait pas, et on veut bien faire, voilà. Ce que tu veux dire, c'est que, enfin, pour poser les mots, dans le cursus, par exemple, donc toi, tu es quand même docteur en pharmacie, tu as fait un certain nombre d'études. Dans tout ton cursus, tu n'as pas, vous n'avez, enfin, il ne vous a pas été proposé ces formations-là, même de quelques heures. C'est ça que Alors, tu veux dire. en toute objectivité, je pense que j'ai eu 1 heure de cours là-dessus et que je pense que, par exemple, l'empathie, ben, on nous a donné la définition. Qu'est-ce que c'était que les questions ouvertes? On nous a dit ce que c'était, donc ça a dû prendre 5 minutes, Ouais, 5 minutes sur, bah, sur 6 ans d'études. voilà. Bon. Finalement, on n'a pas développé ces compétences. Alors moi, j'ai la chance d'être formatrice aujourd'hui et je vois bien la différence entre un enseignement et une formation. Dans une formation, on a des séquences d'apprentissage qui sont très spécifiques.
C'est-à-dire que chaque séquence d'apprentissage va mener au développement d'une compétence et cette compétence va être vérifiée. Et donc, dans nos études universitaires, on ne nous apprend pas ces séquences-là, enfin en tout cas, on ne développe pas par ces séquences d'apprentissage des compétences. Et moi, quand je suis sortie de mes études, j'avais pas la compétence écoute attentive, j'avais pas la compétence empathie, j'avais pas la compétence communication, question ouverte. J'ai pas appris à le faire. On m'a dit que ça existait. J'ai eu la définition, mais c'est pas pour ça que je sais le faire. Et c'est la méditation qui m'a appris à faire ça. C'est vraiment la méditation qui m'a permis de me reconnecter à moi, d'accueillir mes émotions, d'être à l'écoute de mes besoins, de prendre soin de moi, d'écouter l'autre avec la même bienveillance, dans le non-jugement, de l'accueillir avec toutes ces singularités, avec toutes ces différences, et de pouvoir entendre aussi de temps en temps qu'un patient était pas OK pour suivre tel traitement, que ça lui convenait pas, et puis de discuter, de trouver d'autres façons de faire, d'adapter. Voilà, c'est vraiment la méditation qui m'a permis de découvrir toutes ces compétences qu'on m'avait pas apprises. Ces compétences humaines. On nous apprend en fait à être dans la technique, dans le savoir, mais pas forcément dans ce savoir-être avec l'autre. Et d'ailleurs, je trouve que, enfin, personnellement, c'est un point de vue, hein, mais je trouve qu'il y a plus que l'aspect technique, je dirais presque qu'il y a un espèce d'abattage industriel. Je me rappelle, alors moi, j'ai pas vécu ça à part dans les stages, mais bon, il suffit de l'avoir vu une fois pour comprendre, hein, voilà. Bon, combien on est ce matin, hein? Il est 7h moins 10 dans le service de médecine interne, je sais pas, n'importe où, en urologie, bref, on s'en fout. Bon, vous êtes combien d'aides-soignants? 2. Combien il y a de chambres? 30. Ok. Qui c'est? On fait la toilette de qui ce matin? Voilà. Et là, tu vois qu'il y a un problème. C'est tout. C'est alors tu en parles aussi très bien. Donc c'est là que en fait il y a un côté presque quasi industriel. Hein, c'est l'histoire de la Ford T. Je sais plus c'est 1910 ou je sais pas quoi. Cette idée d'enchaîner des choses, d'enchaîner des actes médicaux, des actes de soins, hein, que ce soit des toilettes, des distributions de repas ou des visites des médecins, tu sais, chambre après chambre, hop, on a à peu près 3/4 d'heure, on a 12 chambres à faire, je sais pas combien ça fait de minutes par chambre, sans compter le débriefing entre eux. Voilà, donc il y a une idée d'abattage et de rendement, d'ailleurs qui est je pense une dérive qui a touché l'hôpital depuis 15-20 ans, hein. Donc moi je suis parti en 2006, je crois. C'était déjà comme ça. Et cette idée de gérer l'hôpital comme une entreprise avec un rendement, avec une obligation de retour, etc., c'est quelque chose qui, à mon avis, fait beaucoup de mal à l'hôpital et évidemment dans tous les autres secteurs du soin aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, alors moi je l'ai vécu, tu vois, mon année à l'hôpital, c'était en 2002. Donc effectivement, c'était déjà comme ça. Il y avait, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le matériel, on n'avait pas les compétences pour faire face à tout ce qu'on nous demandait de faire. Et en même temps, quand tu as 15 toilettes à faire et que tu as pas le temps pour les faire, mais c'est terrible parce que tu te dis que tu dois les faire quand même, que tu peux pas laisser les gens dans la situation où ils sont sans rien faire. C'est terrible de vivre ça. Pourtant, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Et là, il y a une véritable violence
alors qui d'ailleurs finit par rentrer dans le cœur des soignants parce qu'ils vont se nier eux-mêmes, ils vont nier une part de leur humanité parce que il y a des gens dont on va pas pouvoir faire la toilette tous les jours. Il y en a qui vont rester dans des couches sales un tout petit peu plus longtemps parce qu'il faut d'abord faire la distribution des repas, parce que on n'attend pas, parce que la visite des médecins est à telle heure, parce qu'ensuite il se passe telle chose. Et donc, en fait, tout est comprimé et il y a, à mon sens, plus d'humanité là-dedans. Et oui, alors je te laisse reprendre. Alors effectivement, hein, je parle de tout ça dans mon livre et de l'aspect gestion des hôpitaux. Mais finalement, ça finit par se répercuter, pas seulement à l'hôpital, hein, puisque j'ai recueilli des témoignages, j'ai autour de moi de nombreux infirmiers et infirmières qui ont arrêté leur métier parce que, et ils étaient libéraux, hein, ils avaient quitté l'hôpital parce que effectivement c'était le travail à la chaîne et qu'ils avaient besoin d'avoir des moments de lien avec leurs patients. Et puis, avec la tarification à l'acte, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et finalement, il faut toujours en faire plus. Il y a une surcharge administrative. Et puis, c'est pas évident d'exercer aussi en milieu libéral. Moi, quand j'ai fait cette expérience à l'hôpital, j'étais en train de passer mon concours de l'internat et je me suis arrêtée en cours de route parce qu'effectivement, je me suis dit: «Mais cette façon d'exercer me convient pas». Alors en plus, pendant mon année hospitalo-universitaire, il se trouve que le service de soins palliatifs était surchargé et qu'on accueillait quelques personnes qui étaient en fin de vie en service de dermatologie. Et les personnes du service n'étaient pas formées pour ça. Et on avait des personnes qui se retrouvaient en fin de vie toutes seules, isolées, et je pouvais pas. Je pouvais pas, je pouvais pas ne pas ne pas proposer quelque chose. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une de mes enseignantes, Marie-France Pochon, qui faisait de l'accompagnement de fin de vie et qui m'a accompagnée dans cette situation. Et pendant mon stage, j'allais dans les chambres. Je restais dans les chambres des personnes après la visite, quand le groupe partait, et puis je passais un peu de temps. Voilà, je donnais un peu de temps, un peu d'attention, un peu de présence à ces personnes. Et, et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que je ne pouvais pas exercer mon métier si il n'y avait pas cette part de présence à l'autre. Mmh. Mmh. Et j'ai décidé donc d'arrêter mon concours de l'internat et de me diriger vers la pharmacie d'officine. Et, et j'ai eu la chance d'exercer pendant 10 ans dans une pharmacie où j'étais avec des collègues extraordinaires et où notre titulaire de pharmacie nous permettait d'exercer vraiment avec cœur. Et on a, pendant 10 ans, on avait un cabinet infirmier, on avait un médecin avec lesquels on collaborait pour accompagner des fins de vie à domicile. Et ça se passait vraiment d'une façon complètement différente. Alors, il y avait petit à petit ce manque de temps, ce manque de matériel, ce manque de moyens qui se développait aussi. Mais on pouvait prendre le temps et ça changeait tout. Alors bien évidemment, hein, on prenait pas non plus exagérément notre temps, mais on savait que de temps en temps, on pouvait passer un peu de temps. Voilà, une personne qui nous disait: «Ah restez juste 5 minutes de plus, je vous fais un petit café». Ou une personne qui nous racontait quelque chose et puis on prenait juste 5 minutes pour l'écouter. Un petit service rendu, quelqu'un qui se sentait pas bien, on le raccompagnait chez lui. Et
simplement d'avoir ces quelques minutes pour prendre soin des personnes autrement que corporellement, eh ben, ça changeait tout. Ça changeait tout pour moi et à ce moment-là, je me suis pas épuisée. Je sortais de mon travail, j'étais heureuse. Tout ce que tu dis, enfin, d'ailleurs, c'est le titre du livre, hein, pour un système de santé plus humain. En fait, quand je t'écoute, je me dis, mais c'est redevenir vraiment plus humain. Oui, Revenir au cœur et à la relation. En t'écoutant parler, ça, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir qui est remonté de quand j'étais, alors je devais pas être bien vieux parce qu'on était encore à Sevran. Je devais avoir 6, 7 ans à l'époque, peut-être maximum 8, 9 ans. Et il y avait, quand le médecin venait, je me rappelle qu'il s'asseyait à table et on discutait. Enfin, je me rappelle, mais alors oui, peut-être que c'était quelques minutes, mais ces vieux médecins, parce que c'était déjà un vieux bonhomme à l'époque, donc moi je suis né en 76, donc s'il était vieux, il avait dû naître avant-guerre, quoi, hein, largement. Voilà. oui, alors là, tu vois, il y a 2 choses que j'ai envie de dire après ce que tu viens de partager. Premièrement, grâce au développement des compétences psychosociales chez moi, ça s'est produit grâce à la méditation, mais très franchement, je peux pas dire que ça me prenait un temps infini. C'est la façon dont j'étais avec les patients qui changeait. Alors, c'était parfois quelques secondes qui suffisaient à être, à l'écoute, à entendre quelque chose, à poser une question. C'est pas forcément quelque chose de très long. Et ensuite, on a presque l'impression qu'on devrait travailler comme des machines, mais on a un cœur. On n'est pas des machines. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de s'attacher à nos patients, on a le droit d'être touché par eux. Mais moi, ça m'est arrivé quand je faisais de l'accompagnement en ville, ça m'est arrivé d'être touchée par la mort de quelqu'un, par la maladie de quelqu'un, d'avoir de l'émotion. Mais ça m'empêchait pas d'être une bonne professionnelle de santé. Au contraire, j'étais plus connectée aux besoins de la personne et parfois je me rendais compte que la personne, elle avait juste besoin d'un regard, que je pose ma main sur la sienne, Oui, d'un contact. Ouais. que je lui fasse un sourire ou que je prenne un instant juste pour être là. Mmh. Mais je me rappelle que dans l'équipe, enfin ça dépendait des équipes, mais moi j'ai eu des équipes où effectivement c'était, pas mal vu, mais complètement incompris à partir du moment où tu faisais des choses qui étaient comme on pourrait dire là, humaines. C'est-à-dire toucher, le bras, parce que la personne, vient de souffrir, parce que tu lui mets une perf sur le pied, parce que ses veines sont, tu vois, elles sont, enfin trop fines, elle roule, ou tu vois ce genre de choses là. Oui, Et c'est pas forcément compris dans l'équipe. Et ce que tu dis, alors, et d'ailleurs, faudrait voir, mais enfin, tu en parles dans toute la fin du livre. Tu donnes des outils. D'ailleurs, tu proposes aussi une série euh, pas de podcasts, de méditation, oui, qu'on peut retrouver. d'audio qu'on peut retrouver gratuitement, donc voilà, sur l'application Présence qui s'écrit Prezen, P-R-E-Z-E-N-S, si je me trompe pas, hein, Oui, c'est ça? c'est ça. Voilà. Et donc dont on peut voir le flash code aussi dans le livre. Donc voilà, tu donnes plein d'outils, hein, justement pour rebondir et pour aller dans cette dimension plus humaine. Mm. Oui, et d'ailleurs, je peux donner 2 exemples. Le 3e jour de mon stage hospitalo-universitaire, j'ai assisté pour la première fois de ma vie à la mort de quelqu'un. On était 15 internes, externes dans la chambre, médecins, chefs de service. Et on a assisté à la mort d'une femme sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour elle. C'est-à-dire qu'elle était seule au milieu de 15 personnes, personne ne la regardait, personne ne lui parlait, personne ne lui a pris la main, personne, rien.
Elle est morte Dur. comme ça, seule au milieu de 15 personnes. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement inhumain. J'étais tout au fond de la pièce, je pouvais rien faire et j'avais qu'une envie, c'était, juste de pouvoir, la regarder et lui prendre la main et voilà, pour moi, ça, c'est un exemple d'inhumanité. Mais mais c'est aussi quelque chose qu'on nous apprend pas à faire. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein. Ça prend pas plus de temps Mmh. Mmh. et si on est bien ancré, c'est c'est, mmh, c'est quelque chose qui est satisfaisant pour nous dans le sens où, ben, au sortir de la chambre, on est on est au moins conscient d'avoir pu apporter quelque chose à cette personne. Qu'est-ce que tu entends par ancrer? Excuse-moi, je te coupe parce que des gens, Ah bah, oui. ça demande, oui, un ancrage, une stabilisation, pour nous, un enracinement pour, quand on est face à ce genre de situation, ben, il y a quelque chose qui peut se travailler avec la méditation dans la posture pour traverser ça, en Voilà, étant à la physiquement, fois, voilà, dans le corps. physiquement, Mmh. émotionnellement, psychologiquement. La méditation, elle va nous aider à avoir une posture qui va nous aider à traverser tout ça, sans, Mmh mh. en être, sans en ressortir détruit. Au contraire, Mmh. en sortant, hem, comblé d'avoir pu prendre Mmh. vraiment soin de la personne. Et je Mmh peux mh. même te donner un autre exemple, et là, c'est en tant que maman. Moi, j'ai accompagné mon fils aux urgences il y a quelques jours suite à une agression à l'école. Donc, il a été agressé physiquement et il était très impacté psychologiquement. On a été aux urgences pédiatriques. Plusieurs fois, j'ai signalé qu'il avait été très choqué psychologiquement et à aucun moment, il y a eu Mmh. le moins. C'est les urgences pédiatriques, hein, donc on est quand même face à des enfants vulnérables. Et ben à aucun moment ça a été pris en compte. Le fait Oui, que oui, oui. l'enfant a été Mmh. agressé et qu'il y Mmh. avait un impact psychologique. À aucun moment on lui a Mmh. demandé comment tu vas. Mmh mh, mmh mh. Et ça prend pas longtemps, hein. Comment tu vas? Bah ça va pas fort. Voilà ce que je ressens. Voilà, c'est juste quelques mots qui vont permettre de mettre des mots sur ce qu'on ressent et qui vont aider. Et Des peut-être mots tout sur les simplement mots. de Mmh. proposer d'aller en consultation psy, d'avoir un soutien, voilà, quelque chose qui peut aider, hein. Donc bien évidemment, quand on est sensible à tout ça, on va le faire pour son enfant, mais on ne sait pas quand on est parent, nous, on est aussi vulnérable quand on emmène son enfant aux urgences. On n'est pas forcément conscient qu'il y a des ressources aussi pour accompagner l'enfant sur le plan psychologique. Donc si on nous le dit pas, bah, souvent on le fait pas. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, moi, de mon expérience, donc les 7 ans à peu près que j'ai passé dans les hôpitaux, donc dans tous les services que j'ai fait, puis j'ai fait 1 an de pool, donc où j'ai pas mal tourné, dans tous les services. Le pool, c'est quand il manque des gens dans un service, le pool, l'équipe du pool, supplée au manque en allant, dans tel ou tel service, là où il manque la personne. Et donc, de mon expérience, donc c'est vraiment les personnes individuellement qui pouvaient faire la différence. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait une infirmière sympa dans le service, par exemple, c'était elle qui allait poser la question: «Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien?» Ou alors si c'était un interne ou un PH, même ça arrive, qui arrive, qui rentre parce que humainement, cette personne-là a cette compétence sociale et c'est son caractère ou même, son expérience humaine qui fait que elle va apporter ça. Mais structurellement, comme on l'a vu, c'est pas quelque chose qui est enseigné dans les DU. Il n'y a pas de formation pour acquérir ces compétences-là, et même au sein de la structure même de l'hôpital, hein, pour ne parler que de l'hôpital, c'est pas quelque chose qui est mis en place. D'ailleurs, il n'y a pas. Moi, je me rappelle, j'avais posé la question: est-ce qu'on peut faire des réunions entre nous pour parler de telles choses? Bah, par exemple, je sais qu'aux urgences, il y avait des scènes de violence enfin, ultra fréquentes. Bon, c'était Paris, par exemple, à la Lariboisière. La dernière nuit que j'ai fait à la Lariboisière,
il y a quelqu'un, il y a un gang, 2 gangs qui se sont retrouvés en même temps dans la salle d'attente, et il y a un mec qui a tiré à balles réelles voilà, Voilà. voilà, nous on recevait régulièrement, c'est à côté de Barbès, porte de la Chapelle, etc. On recevait régulièrement des blessés par balles ou et très souvent des blessés par arme blanche. Et donc, ces tensions-là dans l'équipe, eh bien, à 13 heures, s'il fallait rendre le service et l'autre équipe arrivait, c'est pas pour autant qu'on en parlait entre nous. Non, il n'y avait jamais de réunion, même entre soignants, pour parler d'une souffrance qui avait eu lieu dans la journée ou dans la semaine ou même dans le mois. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ton livre, j'espère, pourra aider à des prises de conscience comme ça. Et vas-y, Mais je te oui, laisse tout la à parole. fait. Alors, je te rejoins. Tu vois, par exemple, quand on a assisté au décès de cette dame-là à l'hôpital, on a attendu qu'elle meure. Le médecin a constaté le décès. Il a passé le relais à l'infirmière. Et on est sorti de la chambre et on est passé à la chambre suivante. Waouh. On n'a absolument pas parlé de ce qui venait de se passer. Donc, c'était violent pour la personne qui décédait dans ces conditions-là. Mais en plus, c'était violent pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était hyper violent. Et on n'en parlait pas. C'est un tabou, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Même après tout ce temps-là, finalement, c'est quand même un souvenir douloureux. Alors non, plus maintenant, non, je peux pas dire que ce soit un souvenir douloureux, dans le sens où c'est un souvenir qui m'a permis d'apprendre quelque chose. Ça m'a permis d'apprendre à me connaître déjà, à me relier à mon ressenti et à écouter mon ressenti, à respecter mon ressenti, déjà à faire mes choix, aussi en fonction de ce qui me convenait, ce qui était important pour moi de respecter en termes de valeurs. Et puis, ça m'a permis aussi de développer ma façon d'accompagner les patients, de réfléchir à comment je voulais vivre l'expérience du soin. Mmh. Mmh. Donc ça m'a encore plus motivée à chercher des ressources pour, heu, pour une qualité de soins. Dans ma thèse de docteur en pharmacie, j'ai fait une thèse sur la démarche qualité à l'officine. Et dans ma thèse, j'ai vraiment compris que la qualité, c'est pas quelque chose d'uniquement opérationnel, c'est aussi quelque chose d'humain. C'est-à-dire que un soin de qualité, c'est pas juste ce qui va se passer pendant un temps très court entre moi et le patient, c'est tout ce qui va se passer autour, Mmh. avec mes Mmh. collègues, avec les fournisseurs, avec les autres professionnels de santé, avec la famille. C'est vraiment quelque chose de très global. Et si j'avais pas vécu ces expériences difficiles à l'hôpital, ben, je vois pas comment j'en aurais pris conscience. C'est ça qui m'a Bien sûr. permis de Mmh. réfléchir à une autre façon d'exercer le soin. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de la méditation, et je pense que tu confirmeras, il me semble, que le yoga, le qigong, le tai chi, toutes ces choses-là peuvent concourir à la même prise de conscience, hein, de positionnement intérieur. On le voit bien d'ailleurs dans tes audios, c'est cette façon je veux dire, de prendre soin de soi, finalement, il n'y a pas que la méditation qui amène à ça. Oui, ben, il y a plein de pratiques. L'idée, c'est on a 3 formes d'intelligence, hein. On a effectivement notre intellect et on s'en sert beaucoup, mais on a aussi Mmh. l'intelligence du cœur et l'intelligence corporelle, et quand on relie nos 3 intelligences, on est plus complet. Alors, ces pratiques, dont la méditation, hein, et ça peut c'est pas forcément la méditation, hein, ça peut être d'autres pratiques dont je parle, dans le livre. Mais en tout cas, ce ne sont pas des baguettes magiques qui vont venir, ça c'est important de le dire, je pense. Ce sont pas des Oui. baguettes magiques qui vont venir rendre, supportables des conditions de travail insupportables.
L'idée, c'est mmh, pas de méditer pour supporter le stress quand on travaille à l'hôpital, hein, bien évidemment. Hein. mmh, L'idée, c'est de pratiquer pour prendre soin de soi. Euh, et peut-être, en tout cas, moi, cette pratique, elle m'a amené à prendre des décisions radicales dans ma vie et notamment de quitter des emplois qui ne me correspondaient pas ou de me mettre en recherche d'autres postes. Mais l'idée, c'est pas de se mettre à supporter quelque chose qui est mmh, insupportable. mmh. Et C'est oui, hyper important ça, oui. et oui, effectivement, il n'y a pas que la méditation, il y a plein d'autres pratiques qui peuvent aider. Et je pense que c'est vraiment ce retour au corps qui aide à l'ancrage, à cet enracinement. On oublie que nos dimensions, nos trois dimensions sont liées. Notre corps, notre émotionnel et notre mental sont liés et s'influencent mutuellement. Et quand on apprend à se poser physiquement, à ancrer son corps physiquement, eh ben ça ça développe quelque chose aussi dans notre émotionnel et dans notre mental. Et, et ça nous rend à la fois plus forts et plus capables d'accueillir notre vulnérabilité. C'est-à-dire Mmh, qu'on peut être un soignant fort et soutenant pour le patient, mais on peut aussi être sensible à sa souffrance et être chaleureux avec lui. Et c'est pas un mmh, signe de faiblesse. mmh. C'est c'est vraiment notre part d'humanité et on peut avoir des moments où c'est dur et prendre soin de soi, c'est aussi accueillir que des fois, c'est lourd là, cette journée, elle est pas facile, ce moment-là, il est pas facile. Ben, c'est ok, on n'est pas Mmh mh. des super héros, on est des C'est cette êtres cap humains. c'est cette capacité donc de prendre conscience de ce qui se passe en soi et de se dire que c'est aussi la capacité de reconnaître ses propres limites, Oui, heu ses propres ressources, se dire: «Bon, bah, là aujourd'hui, je suis complètement, fatigué, il est temps que je me repose», ou voilà, c'est cette capacité d'écoute intérieure qui permet d'être disponible dans une posture juste par rapport à l'extérieur. mais oui, tout à fait, tout à fait. Ça sera peut-être le mot de la fin, Valérie, parce que je vois déjà qu'on est à 1h10. Est-ce que tu veux, je sais pas moi, dire une dernière chose? Est-ce qu'il y a une dernière chose qui te semble importante à transmettre? Oui, alors j'ai envie de terminer avec une citation de Simone Veil. Ah, Alors, la méditation, c'est quoi? Alors, je vais déjà dire un mot avant de la citer. La méditation, c'est une pratique attentionnelle. Hein. On va mobiliser notre attention d'une certaine façon. Et, hum, et finalement, on a beaucoup parlé d'attention hein, tout au long de notre entretien là, l'écoute, la présence à l'autre. Et Simone Veil a dit ceci: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. mmh, Et comment prendre vraiment soin de soi, soin des autres, si on n'est pas attentif à soi, si on n'est pas attentif aux autres, mmh, bah c'est compliqué. Et en tout cas, si on développe cette attention à soi et cette attention aux autres, mmh, aux relations qu'on a avec les autres, aux relations qu'on a avec le monde qui nous entoure même, bah, c'est cette attention qui va vraiment, bah, je pense, redonner cette humanité qu'on a mmh, peut-être un peu perdue dans le monde du soin. Voilà, mmh, c'est mmh, vraiment mmh. cette attention qui, pour moi, permet de cultiver cette humanité. Alors, c'est tout un programme, hein. On pourrait peut-être refaire même un podcast rien que sur la définition et toutes les facettes de l'attention, parce que l'attention, la pleine conscience, l'attention aussi d'une mère pour son enfant ou de quelqu'un d'autre Oui, pour quelqu'un d'autre. Quand on dit je te donne de l'attention, en général, c'est sous-entendu je te donne aussi de la présence et de l'amour. Donc le terme attention est absolument formidable. En tout cas, merci beaucoup Valérie
ce podcast très très riche. Je pense qu'on a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. En tout cas, je rappelle aussi que tu es, alors je ne sais pas si c'est le terme exact, formatrice dans l'association Save. Est-ce que tu veux en parler rapidement? Oui, alors je suis effectivement formatrice pour l'association SEV, Savoir-être et vivre ensemble, qui a été créée par Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam. Je fais également partie du comité scientifique pour la pratique attentionnelle avec les enfants. Donc on forme des animateurs d'ateliers, méditation, philo, bienveillance avec les enfants. Je suis aussi instructrice pour l'association Émergence. Et donc, on a créé au sein de cette association l'application Présence, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est une application solidaire d'audio de méditation. Et gratuite, voilà, tout à fait. Alors, on peut faire des dons si on le souhaite, mais on peut tout à fait accéder aux pratiques de façon gratuite. L'idée, c'est de rendre accessible la méditation au plus grand nombre. Et puis oui, effectivement, je mène des ateliers pour les professionnels de santé, pour les salariés, pour les enseignants, pour les enfants, pour les parents. Voilà, l'idée, c'est vraiment de développer cette attention, cette présence à soi, aux autres et au monde qui nous entoure, cette bienveillance, cette empathie en action, à tous les niveaux. Et puis effectivement, j'écris des livres aussi, parce que j'aime bien transmettre, partager. Et j'ai même renoué avec ma première façon de méditer quand j'étais plus jeune. Voilà, ma première façon de méditer, c'était la peinture. Je fais beaucoup d'aquarelle et j'ai renoué avec cette façon de me reconnecter au moment présent, dans la créativité. Donc je repeins et je le fais à nouveau de façon, je le fais maintenant de façon professionnelle. Voilà. Super. Et donc, on retrouve tout ça dans ton site web. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Et c'est valérie-marchand.com, c'est C'est ça? ça, oui. C'est ça. Voilà. Bon, parfait. Écoute, merci beaucoup Valérie. Plaidoyer pour un système de santé plus humain, soigné sans se nier soi, sort bientôt, le 31 mai. Alors peut-être que le podcast sera diffusé après, ou si vous l'écoutez, même plusieurs mois plus tard, n'hésitez pas. Préface d'Ilios Kotsou d'ailleurs, qu'on salue au passage, qu'on remercie chaleureusement. Merci, oui. Bon allez, je t'embrasse et puis je te dis à très bientôt Valérie. Merci Lionel, à bientôt. Allez, salut.